Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, on va parler de la future condamnation de Anthony Fauci pour son rôle de chef d'orchestre au niveau mondial de la pseudo-pandémie Covid. Vous allez comprendre que l'amener au tribunal n'est peut-être pas aussi simple qu'on aurait tous pu l'imaginer, ce malgré l'abondance de preuves prouvant toute sa culpabilité absolument à tous les étages. Une chose est sûre, c'est que l'étau est quand même en train de se resserrer fortement autour de ce vautour et le dernier maillon va certainement lâcher très bientôt pour enfin pouvoir l'inculper, lui et tous ses copains, d'un potentiel génocide pendant toute la période Covid, mais aussi potentiellement dans deux autres événements du passé tout aussi catastrophiques en nombre de morts. Vous allez voir un peu plus tard que ce gars, en termes de massacre de masse, c'est peut-être un expert top niveau. Alors on va commencer de suite avec une interview d'il y a 3 semaines de l'excellent sénateur américain Rand Paul. Vous avez renvoyé le docteur Fauci devant le ministère de la Justice pour qu'il fasse l'objet de poursuites pénales. J'aimerais beaucoup connaître votre évaluation globale. Premièrement, dans cet extrait remarquable, pourquoi tremble-t-il? Et deuxièmement, qu'adviendra-t-il du docteur Fauci? Eh bien, l'échange où il ment au Congrès concerne le gain de fonction. C'est là que vous prenez deux virus différents, que vous les combinez ou que vous combinez leur génétique et que vous créez un nouveau virus qui n'existe pas dans la nature et qui augmente sa transmissibilité aux humains, son infectiosité ou sa létalité pour les humains. Et il dit, non, non, nous n'avons jamais financé cela à Wuhan. Ils l'ont financé et cela a permis d'obtenir un gain de fonction. Nous disposons désormais d'emails privés qui ont été découverts grâce à la loi FOIA, Freedom of Information Act, et qui montrent qu'il savait qu'il avait fait cela. Et donc je pense qu'il tremble parce qu'il est inquiet d'avoir été pris en flagrant délit de mensonge. Et nous n'en avons pas terminé. Je l'ai renvoyé 2 fois devant les tribunaux pénaux sous l'administration Biden. Je l'ai envoyé une fois devant les tribunaux pénaux sous l'administration Trump. Nous avons travaillé avec l'administration Trump et avons finalement obtenu tous les documents, pratiquement tous les documents imaginables. Nous les examinons depuis des mois maintenant. Nous avons trouvé des preuves qu'il a détruit des documents fédéraux et qu'il a ordonné à d'autres de détruire des documents fédéraux. Ce sont des crimes distincts. La question maintenant est de savoir si son pardon couvrira cela. Et nous lui avons demandé de venir témoigner. Et les gens disent, pourquoi lui demandez-vous? Pourquoi ne l'obligez-vous pas? Parce que la procédure veut que l'on demande d'abord aux gens. Et s'ils acceptent de témoigner, alors vous n'avez pas besoin de les assigner à comparaître. Si vous devez recourir à une assignation, il se peut qu'il y ait une contestation dans les tribunaux et nous avons une autre bataille à mener. Pour l'instant, nous lui avons demandé des informations sur ses conversations et son utilisation de moyens de communication non gouvernementaux pour effectuer des tâches fédérales. Et nous allons examiner ce qu'il nous donnera dans les 2 prochaines semaines. Nous allons voir s'il viendra volontairement témoigner. Mais s'il ne le fait pas, nous le citerons à comparaître. Nous espérons donc qu'il se présentera volontairement. Mais au minimum, il devra répondre à nos questions concernant le gain de fonction, mais aussi la destruction de documents. Si vous vous souvenez, lorsqu'ils ont fait venir un de ses collègues, David Morens, qui travaillait avec lui au NIH, Fauci a réagi en disant qu'il ne le connaissait pas, qu'il ne le voyait presque jamais. Nous avons des dizaines et des dizaines d'emails échangés entre les deux au fil des ans. Et c'est Morens qui a dit, oh oui, nous avons cette dame de la FOIA qui nous a appris à éviter les recherches et les demandes. Ce qu'il faisait, c'était prendre par exemple un virologue du nom de Christian Anderson qui a obtenu une subvention de 8 millions de dollars de Fauci pour avoir soutenu la demande de Fauci d'écrire un article disant que cela ne pouvait pas provenir d'un laboratoire, que cela devait provenir de la nature. Ce qu'ils ont fait avec le nom d'Anderson, c'est qu'il contenait beaucoup de S. Ils ont remplacé les S par les signes $ afin qu'ils n'apparaissent pas dans les recherches FOIA, ce qui est ironique selon moi, car il était là pour chercher de l'argent et en quémander tout le temps. Ils ont donc remplacé les S de son nom par des signes $ pour éviter les recherches FOIA. Il y a eu beaucoup de magouilles, des choses qui vraiment, quand on parle du Watergate ou des scandales, font pas le figure. La dissimulation du Covid, j'ai écrit tout un livre là-dessus, la tromperie, la grande dissimulation du Covid, parce qu'il n'y a jamais eu de dissimulation aussi bien documentée, car nous avons obtenu la plupart de leurs conversations. Nous avons obtenu la plupart de leurs emails et nous avons vu en coulisses dire « Oh mon Dieu, je suis presque certain que cela a été manipulé dans un laboratoire et provient d'un laboratoire et non de la nature. » Presque simultanément, ils disent en public, pas question, vous êtes un complotiste fou si vous pensez que cela provient d'un laboratoire. Donc dire publiquement une chose en privé ou l'autre, c'est probablement tellement remarquable que l'on ne surprend jamais personne dans une telle dissimulation.
Voilà donc les preuves accablantes s'accumulent contre le conseiller en chef de la santé auprès de 7 présidents américains. Le très célèbre Anthony Fauci, et le moins qu'on puisse dire, c'est que son poids dans la santé américaine était colossal pendant des décennies entières aux États-Unis, avec une très longue période de crimes potentiels totalement planifiés. Et écoutez Tom Fitton, le président de Judicial Watch, une organisation américaine spécialisée dans la surveillance des activités du gouvernement américain. Et vous pouvez voir que je vous ai donné des informations irréfutables confirmées par le NIH, le NIAID, etc., selon lesquelles il finançait des virus mutants, la création de virus mutants, la définition même de la recherche sur les gains de fonction. Et quel a été le résultat? Je pense que c'était le Covid-19. Maintenant, est-ce que j'en suis certain? Bien sûr que non. Mais c'est logique, vous ne trouvez pas? Évidemment, c'est la question que tout le monde se posait à l'époque, en octobre 2019, avec les premiers cas à Wuhan, là où se trouvait, comme par hasard, le laboratoire biologique P4, où ils étudiaient, comme par hasard, des gains de fonction sur des coronavirus. Ça semblait tout logique, mais non, que nenni. On nous traitait de fous à l'époque, de complotistes. Nos vidéos étaient censurées sur tous les réseaux sociaux, et maintenant, bien sûr, la vérité rejoint tout ce que l'on disait à l'époque. Magie, magie. Et en parlant de cette époque, écoutez ce que disait Anthony Fauci dans un enregistrement qui a fuité et qui passe maintenant en commission du Sénat américain. Une fois que les gens se sentiront autonomes et protégés juridiquement, les écoles, les universités et les collèges diront « Tu veux venir dans cet établissement, l'ami? Tu vas te faire vacciner, madame, tu vas te faire vacciner. » Oui, les grandes entreprises comme Amazon, Facebook et tous les autres diront « Tu veux travailler pour nous, tu te fais vacciner. » Il a été prouvé que lorsque vous compliquez la vie des gens, ils abandonnent leurs idéologies à la con et se font vacciner. C'est exactement ce que vous vouliez dire lorsque vous avez déclaré qu'il fallait rendre la vie difficile aux gens qui ne se font pas vacciner. Vous avez affecté la capacité des gens à travailler, à voyager, à s'instruire, à s'épanouir dans la société américaine, à s'autodéterminer, comme nous en avons tous le droit donné par Dieu. Honte à vous, vous avez inspiré et créé la peur par des mesures obligatoires, la fermeture des écoles et l'obligation vaccinale qui ont détruit la confiance du peuple américain dans nos institutions de santé publique. Bon, évidemment, ce n'est qu'une infime partie de sa culpabilité parce qu'il y a beaucoup plus grave. Écoutez, Nicolas Hulscher, un épidémiologiste excellent. Au début de la pandémie, en 2020 et 2021, 86% des cas de Covid confirmés par PCR n'étaient pas de véritables infections. Ainsi, tous les confinements, toutes les obligations vaccinales, toutes ces politiques horribles qui ont détruit nos moyens de subsistance et notre économie étaient basées sur des mesures complètement frauduleuses. Cette étude a donc comparé les taux de positivité PCR par semaine aux tests d'anticorps réels effectués au cours des mêmes semaines. Car le test sérologique vous dira si vous avez développé des anticorps contre le Covid. Et seuls 14% des cas positifs au test PCR avaient réellement développé des anticorps. Il se peut même que jusqu'à 90% d'entre eux n'aient pas été réellement infectés. Maintenant que cette fraude est confirmée, une fois de plus, les responsables doivent être tenus pour responsables. Toutes les personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont été contraintes de se faire vacciner à cause de cette campagne de peur, tout cela a été basé sur ce test erroné, ce test frauduleux. Et oui, on le savait déjà tous, mais maintenant c'est officiel, avec de vraies études conformes à leurs normes. Même Carrie Mullis, l'inventeur des tests PCR, prix Nobel de chimie, disait que ce test PCR n'était pas fait pour détecter des virus et que Anthony Fauci était un fraudeur de masse. Mystérieusement, il est mort juste 4 mois avant le début du Covid. Bizarre, vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre, en effet, et dans un autre registre, ce qui bloquait la convocation de Anthony Fauci devant un vrai tribunal, c'est sa grâce présidentielle accordée par Joe Biden. Écoutons James Comer, le président du House Oversight Committee, sur le sujet. Je pense que toutes les grâces et les décrets présidentiels, en particulier ceux pris au cours des 4 ou 5 derniers mois de l'administration Biden, sont tous menacés. Ce pourrait donc que la grâce accordée, par exemple, au docteur Anthony Fauci ne soit pas légitime. Exactement, c'est exact. D'accord. Parce que cela pourrait vous mener à toutes sortes d'autres enquêtes. Absolument, je veux dire, vous savez, le fait qu'il y ait une lettre du ministère de la Justice de Merrick Garland à la Maison-Blanche disant, vous savez, que vous ne pouvez pas utiliser l'autopen sur des documents juridiques, et qu'ils ont continué à le faire des milliers de fois après cela, comme s'ils se précipitaient vers la sortie,
Comme diraient certains, ils ont brûlé tout en partant. Je pense que cela prouve encore davantage que l'utilisation excessive de cette autopeine n'était probablement pas la meilleure voie juridique à suivre pour l'administration Biden. Et donc cette intervention est toute récente et date d'il y a 3 semaines. Comme je le disais, l'étau est vraiment en train de se resserrer autour de Fauci et tout son club de criminels. Et sur un autre sujet, écoutons l'ancien directeur du CDC américain, le docteur Robert Redfield. Quand on a examiné par exemple les vaccins contre le Covid auxquels j'ai participé dans le cadre de l'opération Warp Speed, le vaccin contre le Covid n'aurait jamais dû être rendu obligatoire. Il n'y a aucune donnée qui justifiait l'obligation de ce vaccin. Le vaccin n'a pas empêché la transmission. Le seul rôle important que nous lui avons trouvé est qu'il a empêché les personnes à haut risque de développer une forme grave de la maladie et d'en mourir. Le vaccin n'aurait donc jamais dû être recommandé, par exemple, pour les enfants. Et lorsque certaines personnes, comme le président Biden et Tony Fauci, ont déclaré qu'il fallait vacciner les enfants pour qu'ils ne contaminent pas leur grand-mère, ce n'était pas une déclaration véridique car le vaccin n'empêchait pas la transmission. Et vous savez, beaucoup de ces erreurs qui ont été commises dans les politiques de vaccination contre le Covid et leur imposition ont évidemment conduit à ce dont Tony a parlé tout à l'heure, à savoir l'importance de rétablir la confiance. Car je pense que beaucoup d'experts en santé publique manquent vraiment de confiance aujourd'hui. Alors c'est clair que pour moi, la confiance dans toutes les institutions de santé est complètement détruite et je dirais même presque à jamais. Et vous, qu'en pensez-vous les amis? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et écoutez. Nous savons également avec certitude, et je l'ai constaté, que les personnes qui ont eu le Covid, qui avaient une immunité naturelle et qui ont ensuite reçu des rappels ou leur première injection après cela, ont en fait été plus gravement atteintes lorsqu'elles ont contracté le Covid une deuxième fois. Et vous savez, le docteur Fauci a dit « Oh, si vous avez une immunité naturelle, prenez quand même le vaccin car il est additif. » Et j'ai appris par expérience que ce n'est pas additif. Ce qui se passe, c'est que les anticorps du vaccin semblent préférer se fixer sur le virus. Et ensuite, vos anticorps naturels, qui sont plus efficaces pour tuer le virus, sont empêchés d'attaquer le virus. En réalité, cette situation entraîne une baisse de l'immunité. Par conséquent, si vous avez déjà contracté le Covid et que vous disposez d'une immunité naturelle, se faire vacciner après cela aggrave sans aucun doute la situation. Ouais, donc en fait, selon ces études, l'immunité naturelle est détruite par les injections Covid, ce qui ressemble étrangement au sida, qui est le syndrome immunodéficient acquis. Un domaine dans lequel Anthony Fauci a un énorme passif, comme nous allons le voir un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Et écoutons de suite le ministre de la Santé américaine, j'ai nommé Robert Kennedy Jr. Le problème de Tony Fauci est le suivant. Il existe une loi fédérale peu connue qui stipule qu'il est impossible d'accorder une autorisation d'utilisation d'urgence à un vaccin s'il existe un médicament approuvé à quelque fin que ce soit qui s'est révélé efficace contre la maladie ciblée. Donc si Tony Fauci ou n'importe qui d'autre avait admis que l'hydroxychloroquine ou l'ivermectine étaient efficaces contre le Covid, il aurait été illégal pour eux d'accorder des autorisations d'utilisation d'urgence aux vaccins et ceci n'aurait jamais pu être approuvé. Et cela aurait entraîné l'effondrement d'une entreprise de 200 milliards de dollars. Bon, ça, tous ceux qui me suivent le savent depuis très longtemps, mais maintenant les choses ont changé. Trump et Kennedy ont enfin le pouvoir de les condamner à jamais. Quant à ceux qui prétendent que Robert Kennedy Jr. a récemment donné 70 milliards de dollars à Pfizer, je peux vous dire que c'est faux. C'est Pfizer qui va investir 70 milliards de dollars aux États-Unis et pas l'inverse, pas les États-Unis qui vont les donner à Pfizer. Je vous rappelle que Biden et tous ses potes ont ruiné les États-Unis comme Macron est en train de ruiner la France depuis son arrivée. Donc en ce moment, Donald Trump essaie juste de trouver de l'argent partout où il peut en trouver pour sauver les États-Unis de la faillite. C'est tout. Et écoutons le docteur Ben Carson. Vous savez, pendant plusieurs années, nous avons également dû supporter beaucoup de mensonges et de dissimulations qui ont vraiment ébranlé la confiance du public. Et bien sûr, je pense au Covid. Vous savez, nous avons ici une situation où le docteur Fauci a dit qu'il n'était pas nécessaire de porter un masque. Ensuite, eh bien, vous devez porter un masque. Peut-être devez-vous porter 2 masques. Mais il a fini par admettre qu'il n'y avait aucune base scientifique derrière ses propos.
et a dit aux gens que s'ils se faisaient vacciner, ils ne pourraient pas transmettre la maladie. Il n'y a pas vraiment d'effets secondaires, alors que nous savons bien sûr que les effets secondaires des vaccins contre le Covid dépassent de loin tout ce que nous avons connu au cours des 30 dernières années. Bon, évidemment, ça on le savait aussi depuis très longtemps, mais son témoignage est quand même très important car on voit arriver de plus en plus de nouveaux docteurs qui osent maintenant prendre la parole pour établir enfin la vérité. Une vérité qui servira toujours à fournir plus de preuves contre tous les coupables. Donc c'est évidemment très louable. Et écoutez ce que disait Fauci. Encore une fois, nous avons déjà utilisé ce type de vaccin sur des milliards de personnes. C'est un vaccin sûr. Bien sûr, avec l'ARN messager, il existe un risque très très faible, en particulier chez les jeunes hommes, de développer une myocardite. Mais si vous regardez le risque de myocardite lié au Covid lui-même, il est plus élevé que le risque lié au vaccin. Bon, évidemment, selon ses propres dires et sans absolument la moindre preuve, ce vaccin a été très sûr. Aujourd'hui, tout le monde sait pourtant que ce pseudo-vaccin entraîne un très grand nombre d'effets secondaires absolument désastreux. Il suffit, bien sûr, souvent de regarder tout autour de nous, parmi nos amis, nos familles, nos collègues vaccinés. Je peux vous dire que certains le regrettent amèrement, clairement, et vivent malheureusement avec des séquelles vraiment très lourdes. Et maintenant, écoutons ce qu'il disait sur les confinements. Tout d'abord, je n'ai pas recommandé de tout fermer. Et les archives montreront, Neil, que nous n'avons pas recommandé de tout fermer. J'ai recommandé au président de fermer le pays. Et cela a été une décision très difficile à prendre car je savais qu'elle aurait de graves conséquences économiques, ce qui a été le cas. Alors ce gars est un menteur compulsif et totalement du même pédigré que des gens comme Obama, Clinton, Macron, Zelensky et tous les autres poudrés escrocs du Forum économique mondial. Il a tout dit, l'inverse et son contraire, la preuve. Lorsque les gens sont vaccinés, ils peuvent se sentir en sécurité, sachant qu'ils ne seront pas infectés. J'ai été infecté il y a environ 2 semaines. C'était ma 3e infection et j'avais été vacciné et boosté 6 fois au total. Alors j'imagine qu'en fait, il n'a pris absolument aucun vaccin car il savait pertinemment tout ce que ces injections toxiques pouvaient contenir. Mais pour l'instant, passons à une autre histoire d'Anthony Fauci, racontée par le ministre de la Santé américaine actuel, j'ai nommé Robert Kennedy Jr. Alors j'avais déjà publié cette conférence dans une autre de mes vidéos, mais je voulais la remettre aujourd'hui pour bien compiler toutes ces horreurs et pouvoir comprendre le personnage de Anthony Fauci. Pendant de nombreuses années, j'ai dit qu'aucun des 72 vaccins obligatoires pour les enfants n'avait jamais fait l'objet d'essais cliniques contrôlés par placebo avant d'être autorisé. Pas un seul. Tony Fauci disait que je mentais. En 2016, le président Trump m'a nommé à la tête d'une commission sur la sécurité des vaccins. Et il a ordonné à Fauci et Collins de me rencontrer en présence du conseiller juridique de la Maison-Blanche. Et j'ai dit à Fauci lors de cette réunion, vous dites que je mens. Depuis 8 ans, vous dites que je mens à ce sujet. Montrez-moi cette étude. Et il a répondu, je ne l'ai pas ici. Elle est à Bethesda. Je vous l'enverrai. Je ne l'ai jamais reçue. Alors je l'ai poursuivi en justice, moi et Aaron Siri. Et après nous avoir fait patienter pendant 1 an, leurs avocats nous ont rencontrés sur les marches du tribunal et nous ont dit « Oui, vous avez raison, nous n'avons jamais mené d'études. » Et nous l'ont donné par écrit. Vous pouvez aller voir sur le site web du CHD, mon site web, et vous pouvez voir cette lettre du HHS. Il n'y a aucune responsabilité en aval, il n'y a aucun test de sécurité en amont. Cela leur permet d'économiser $250 million. Et il n'y a pas de frais de marketing et de publicité car le gouvernement fédéral ordonne à 78 millions d'écoliers de se faire vacciner chaque année. Quel meilleur produit pourrait-on avoir ? Il y a donc une ruée vers l'or pour ajouter tous ces nouveaux vaccins dont nous n'avons pas besoin au calendrier. La plupart de ces vaccins sont inutiles. Beaucoup d'entre eux concernent des maladies qui ne sont même pas contagieuses. C'était une ruée vers l'or, car si vous entrez dans ce programme, le programme recommandé, cela représente $1 milliard par an pour votre entreprise. Et dans de nombreux cas, le NIH double les redevances. Nous avons donc obtenu tous ces nouveaux vaccins, 72 injections, 16 vaccins, et maintenant encore plus car nous faisons le vaccin contre l'hépatite B. Et cette année-là, en 1989, nous avons assisté à une explosion des maladies chroniques chez les enfants américains.
Les maladies neurologiques ont soudainement explosé en 1989. TDA, TDAH, troubles du sommeil, retard du langage, TSA, autisme, syndrome de Tourette, tic, narcolepsie. Ce sont toutes des choses dont je n'avais jamais entendu parler avant. Selon les données du CDC, l'autisme est passé d'un cas sur 10 000 dans ma génération à un cas sur 34 aujourd'hui. Donc c'est encore un énorme massacre aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde, car la plupart de ces vaccins pédiatriques ont été rendus obligatoires en France, par exemple par Macron, sur exactement les mêmes bases. Tout a été vérifié, validé aux États-Unis, donc on peut les valider également en France. C'est encore un énorme scandale sanitaire. Après, encore un autre scandale sanitaire où Fauci était encore impliqué, le sida. Mon père a été tué en 68, à peu près à l'époque où Stonewall a eu lieu. Je me souviens plus de l'année exacte. Stonewall a eu lieu en 1969. Oui, c'était un an avant Stonewall. Mais mon oncle Ted Kennedy est devenu le premier militant véritable, militant des droits des homosexuels au Sénat américain en 1980 lorsqu'il s'est présenté à la présidence. Il a été le premier candidat à la présidence de l'histoire à courtiser activement le vote gay. J'ai fait campagne avec lui, puis à plusieurs reprises, sans lui, dans la file d'attente pour les caisses à San Francisco. À l'époque, aucun politicien ne s'y rendait. Teddy était le seul. Teddy a ensuite présidé la commission sénatoriale sur la santé pendant 50 ans. L'une de ses principales préoccupations était de garantir le financement complet de la recherche sur le sida. Il a mené une célèbre bataille contre Anthony Fauci à cette époque, qui tentait d'interdire tout type de médicaments thérapeutiques. Il essayait d'orienter toute l'activité vers l'AZT, son médicament développé avec GlaxoSmithKline, qui s'appelait alors Burrow Wellcome. Il existait de nombreux traitements, tous les symptômes, la symptomatologie du sida étaient d'autres maladies pour lesquelles il existait des médicaments thérapeutiques. Le Dr Fauci essayait d'empêcher les personnes atteintes du sida d'obtenir ces médicaments. C'est pourquoi ils ont alors créé des clubs d'acheteurs. Vous connaissez certainement le célèbre Dallas Buyers Club. Il existait des clubs d'acheteurs dans toutes les grandes villes à forte population gay comme San Francisco, Los Angeles, New York, Dallas, etc. Ces personnes se rendaient à l'étranger pour acheter des médicaments thérapeutiques illégaux qu'elles ramenaient aux États-Unis afin de les donner à des personnes atteintes du sida qui ne voulaient pas suivre le traitement à l'AZT qui tuait les gens. John Lawrenson, qui était l'un des chercheurs et journalistes les plus célèbres dans le milieu du sida à l'époque, estime que 330 000 hommes homosexuels ont été tués par l'AZT entre 1987 et 1989. Je pense que ça a été approuvé, surtout au début. Et beaucoup de gens ne voulaient pas prendre l'AZT. Ils voulaient essayer ces autres médicaments thérapeutiques et Anthony Fauci a refusé de tester leur efficacité. Et mon oncle l'a finalement forcé à les tester. Mon oncle a engagé Terry Byrne, qui était le premier chef de cabinet ouvertement gay au Sénat américain pour n'importe quel sénateur. Terry Byrne était également le premier membre du personnel ouvertement séropositif de l'histoire du Sénat américain. Et mon oncle a suscité beaucoup de controverses en l'embauchant, puis en le promouvant et en le protégeant. Et Terry Byrne a travaillé avec Teddy pour s'assurer que la recherche sur le VIH soit entièrement financée, que des médicaments et des thérapies alternatives à l'AZT soient disponibles pour des personnes atteintes du VIH et du sida.
Ouais, donc potentiellement 330 000 personnes aux États-Unis sont mortes des suites de l'AZT, un traitement mortel que Fauci avait rendu obligatoire. J'ose espérer, bien sûr, qu'il sera également jugé pour ça. Imaginez les hectolitres de sang que cet homme a potentiellement sur les mains. C'est absolument colossal. Et sur un tout autre sujet, tout le monde se souvient également que 2 ans avant la pandémie, Édouard Philippe, les borgneurs des Gilets jaunes et Anthony Fauci avaient regardé dans leur petite boule de cristal et avaient annoncé en grand prophète devant l'Éternel la pseudo-pandémie Covid. S'il y a un message que je souhaite vous transmettre aujourd'hui basé sur mon expérience, et vous le verrez dans un instant, c'est qu'il ne fait aucun doute que la prochaine administration sera confrontée à un défi dans le domaine des maladies infectieuses, tant les maladies infectieuses chroniques au sens de maladies déjà en cours. Et nous avons certainement un lourd fardeau à porter à cet égard, mais il y aura aussi une épidémie surprise. Il y aura une épidémie surprise. Et boum, 2 ans après, magie, la pseudo-pandémie était déclarée. Édouard Philippe et Anthony Fauci connaissaient des choses que seuls ceux qui font partie des mêmes clubs du type Bilderberg connaissent. Et attention, maintenant le même gars, Anthony Fauci, le sorcier, le mage, le médium, annonce à nouveau une nouvelle pandémie pour bientôt. Regardez. Ce qui va probablement se passer, je ne sais pas si ce sera l'année prochaine ou dans 10, 15 ou 20 ans, c'est l'émergence d'une autre maladie respiratoire. Il s'agira peut-être d'un autre coronavirus, car nous savons que les coronavirus principalement présents chez les chauves-souris ont la capacité de se lier aux récepteurs humains. Il pourrait s'agir d'une autre grippe. Nous sommes actuellement confrontés au H5N1, qui est la grippe aviaire et qui a franchi une étape quelque peu inquiétante en infectant des mammifères, à savoir des vaches, des chats et d'autres mammifères, ce qui signifie qu'ils s'adaptent davantage à l'être humain. Ce qui m'inquiète, Walter, c'est que lorsque cela se produira, la prochaine épidémie sera une maladie respiratoire facilement transmissible avec un taux de morbidité important. Donc en gros, il annonce un Covid 2.0, le retour de la vengeance du Covid, avec encore beaucoup plus de morts. Voilà le programme de tous ces tarés qui nous dirigent au niveau mondial. Je vous laisse méditer sur la bonne conscience de ces gens ou pas. En tout cas, la bonne nouvelle est peut-être que les 4000 grâces présidentielles de Biden données absolument au dernier moment, juste avant la fin de son mandat, risquent d'être annulées incessamment sous peu et ouvriraient potentiellement le grand bal des procès Covid à travers le monde entier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis. Ensemble, on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner. Ils sont juste en dessous. Et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.